tous les slappers, c'est la 5e émission des Têtes à Slap, une émission un peu décalée, vous l'avez remarqué puisque on devait à l'origine enregistrer lundi dernier, mais on s'est pris une petite semaine de décalage notamment pour avoir les deux équipes qui montent en D1, on a des infos en plus et puis bien évidemment à l'heure où vous écoutez cette émission probablement on est juste avant ce dernier match de finale de Magnus, donc c'était un bon moment pour nous pour enregistrer. Je vais faire mon petit tour de table habituel et saluer déjà Nico qui s'occupe de la Magnus. Salut Nico. Salut à toutes, salut à tous. On va parler ce soir de la finale Angers-Rouen, match 7 ce soir. On va voir qui va gagner ensemble. Voilà, ensuite on passera comme d'hab à la page D1, D2 et encore un peu D3 pour le coup puisque je vous donnerai les 4 finalistes de D3 pour le carré final qui se déroulera à Limoges et puis je reviendrai également sur les playoffs de D2 et de D1. Voilà, ensuite on passera à la NHL et c'est toi PL exceptionnellement pour cette émission qui fera la NHL puisqu'on a été lâchement abandonné, on doit le dire, par Clément qui privilégie ses études. Oui, une petite pensée pour le pauvre Clément. Dans la NHL, donc on va surtout s'attarder sur les Penguins de Pittsburgh. Pittsburgh qui a été très très actif lors de la trade deadline, donc la fin des échanges, et même un petit peu avant. Donc on va étudier tout ça et se demander est-ce que Pittsburgh va gagner la Coupe Stanley. On rigole évidemment hein, pour Clément, on le salue et puis on lui souhaite bien du courage, on est bien à parler hockey entre nous. Voilà, tous les quatre. Philippe, toi tu concluras par la page équipe de France français de l'étranger puisqu'on n'aura pas de grand débat pour ce coup-ci. Et donc tu nous parleras de nos petits bleus qui sont éparpillés à droite et à gauche et de notre chère équipe de France. Ouais, absolument. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'actualité est riche actuellement. Je vais vous emmener du côté du nord de l'Europe vers la Suède et vers la Finlande pour vous parler de quelques-uns de nos expatriés. On ira faire un petit tour en Suisse aussi. Ensuite, nous parlerons des différentes équipes de France qui préparent ou qui sont actuellement engagées dans des championnats du monde. Taillot, on commence tout de suite par la Magnus. C'est le grand soir. On va savoir ce soir qui est le nouveau tenant de la coupe. Ce sera Angers ou ce sera Rouen. Nico, présente-nous tout ça. Bah ouais, gros suspense pour ce soir. Donc la messe semblait dite lorsque Rouen est reparti d'Angers avec un avantage de 2 victoires à 0. Mais les Ducs ont fait preuve d'une capacité à rebondir insoupçonnée, on peut le dire, et sont repartis de l'Île-la-Croix avec 2 victoires. Ils ont même pris l'avantage mardi dernier en s'imposant 1-0 sur leur glace qui a porté leur avantage à 3 matchs à 2. Ils avaient donc une première balle de saison à l'Île-la-Croix, mais les Dragons l'ont sauvé devant leur public, public en feu à partir du deuxième tiers qui suivait le réveil de Marc-André Tinel. Donc tout se jouera ce soir à Angers devant les caméras de Sport Plus. Donc on va voir tous les quatre qui va gagner, pourquoi, quels sont les arguments des deux parties. Ça semble assez tendu. Voilà. C'est pas évident de savoir, de se pronostiquer ça parce qu'on a l'habitué, hein, ça fait quand même, ce serait la 4e hein, pour Rouen et puis en face Angers qui allait dans l'ombre, meilleur de la saison régulière et qui a bien su réagir à domicile en étant mené, enfin à l'extérieur d'abord puis à domicile en étant mené 2-0 dans cette série là quoi. Ouais, moi je vais commencer par un petit coup de gueule quand même parce que je suis vraiment pas content. Quand on regarde certains scores dans cette finale et même plus globalement dans les playoffs, on a l'impression que les défenses elles sont un peu aux abonnés absents. Parce que quand on voit des scores comme des 7-4 ou des choses comme ça, je trouve que c'est pas bien. On devrait beaucoup plus se concentrer sur la défense. Par moments, j'ai l'impression qu'on néglige un petit peu ça en France, qu'on n'accorde pas assez d'importance au système. Pendant les playoffs, quand on regarde tous les grands championnats, il n'y a pas beaucoup de buts. Il y a parfois des 1-0, des 2-0. C'est pas pour autant que ça nous fait des mauvais matchs. Et c'est un peu le coup de gueule que je voulais passer. Et pour autant, on a des gardiens qui ont des bons pourcentages d'arrêt, notamment Hardy, parce que Rouen a toujours, ou presque, dominé au chapitre des tirs. 4 fois sur 6. Seulement Angers a dominé une fois au chapitre des tirs. Donc il y a quand même des shoots, mais derrière, c'est pas forcément aussi resserré que ça devrait l'être. Moi je voudrais rebondir sur ça, c'est Et pas tout pour à toi fait c'est vrai vraiment quand même. tactique c'est un problème d'approche tactique? C'est pas un Ouais, problème mental ou de cet ordre-là? c'est un peu le sentiment que j'ai. Moi je suis pas sûr que ce soit vrai parce que en Angers ils ont gagné 1-0, ensuite Rouen a gagné 3-1 là samedi. Il y a eu encore Et du Nico, 3-1. tu dis quoi? Moi je dis que je suis pas tout à fait d'accord parce qu'Angers ils ont un système défensif avec ils se basent sur un hardy solide pour contrer rapidement
Et dans le 7-4, tout ça a un peu explosé, mais à cause de la pression, il y avait de la tension de part et d'autre. Mais je pense que dans l'absolu, c'est deux équipes qui défendent bien et qui se basent sur deux bons gardiens. L'Henry a plus d'expérience, mais il a plus de mal à enchaîner les matchs. Hardy est vraiment très solide et sur les buts qu'il prend, il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement, défensivement, Angers, ils sont solides. Jeff May est très solide. Bon, il y a peut-être des problèmes mentaux, mais je pense que non, je pense que le septième match devrait te satisfaire, Philippe, parce que ça devrait être beaucoup plus resserré, beaucoup plus tendu. Et Mais un en truc fait, qui va. il n'y a pas d'équipe impériale, quoi. Il y a pas d'équipe qui va soulever le trophée en ayant vraiment dominé de la tête et des épaules cette finale et la saison, quand on regarde bien. Bah non, c'est clair. Bah, Angers peut-être est en train de succomber sous la pression. On va voir ce soir ce qui se passe, mais c'est clair que l'expérience est du côté rouennais et ça sert vraiment beaucoup pour les matchs coup près comme ça. Les Tinel qui ont déjà joué 4 fois, des trucs comme ça, plus la coupe continentale, il y a un vrai avantage de ce point de vue-là. Après, Angers aura son public, ils ont une saison à sauver, parce qu'on peut parler de sauver quand tu as perdu deux finales. S'ils perdent la troisième, ce serait terrible. Donc faut impérativement que Angers s'impose ce soir. Ouais, et souvenez-vous, il y a quelques émissions, on parlait de ça justement. Oui, alors cette fois-ci, la finale sera en 7 matchs. Donc ce sera différent, et puis au final, on se retrouve avec une série en 7 Et bah qui va ouais. se jouer sur une seule partie. Et on va voir là si une nouvelle fois le mental des Angevins va faillir. Parce que là, Ouais, et s'ils vont regretter ce match perdu au tir au but quand même, c'est Salmi Virtas Mais ça, qui voilà, a marqué le tir au but vainqueur et ça pourrait être le héros c'est de cette ça. finale. Mais voilà, un autre coup de gueule qu'il faudrait pousser ce soir, c'est se dire que là, on est dans une finale qui va peut-être se jouer au tir au but. ouais, je Donc, suis je d'accord, veux dire, c'est absolument. quand même assez aléatoire les tirs au but. Et le septième match ce soir, qui risque d'être très tendu et très serré, va peut-être se jouer au tir au but. Moi, je vois bien une finale comme ça. Et dans d'autres championnats, c'est absolument invraisemblable. Je veux dire, aux États-Unis, on parlerait à quelqu'un de finir une finale au tir au but. Il en perdrait son hockey, quoi. C'est vraiment. C'est presque dommage. Même Ouais, si Non, je j'adore les suis tirs au tout à but. fait d'accord. Ouais. Ouais, j'espère qu'il y aura vraiment pas de gros soucis d'arbitrage aussi parce que Ouais, mais j'espère que ça viendra pas gâcher la fête non plus au ça, futur vainqueur. le camp perdant trouvera toujours Mhm. quelque chose à invoquer, c'est pas pour autant. Là, ça joue à 4 arbitres, et puis il y a même des arbitres derrière chaque but pour vraiment être sûr. Je pense que en plus, ce sera les meilleurs arbitres a priori, donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis majeurs. Enfin, c'est clair que ce Mhm. serait dommage si ça venait à se produire, mais bon. Donc il n'y a pas d'équipe qui a l'avantage pour vous. En tout cas, c'est hyper dur à parier, quoi. Si vous deviez vous mouiller, vous diriez qui vous? Bah, moi, je vois Angers ce soir. Moi je dis Moi, Rouen. Ouais, PL. Moi je dis Rouen, je vais pas changer mon pronostic, je dis depuis le début que ce sera Rouen. Je pense que l'expérience va vraiment faire la différence. Puis voilà. Moi, j'avoue que je suis L'expérience, c'est vraiment partagé l'expérience. parce que on a vu une espèce d'inversion d'avantage de la glace dans un premier temps avec Rouen qui allait gagner 2 fois Angers. Et puis de manière plutôt inattendue, au moment où on alternait les matchs un par un, ça s'est rétabli avec Angers qui a gagné. Donc ouais, C'est plus c'est facile pour difficile à Rouen de dire. défendre à Angers que chez eux. Ouais. Sur la petite glace angevine, c'est plus facile pour eux. Ils sont quand même un peu limités, l'air de rien, avec des Durac. Bon, ça remplace Manavian, ceci Ouais, dit. Durac, il jouait pas samedi, Ouais, il hein. a pas joué. Donc, à mon avis, ce sera pareil ce soir. En revanche, si Jeff May il a pris un palais dans l'arrière du genou au match samedi, il a pris un coup, puis Ouais, après il ce est sera remonté un sur gros la manque. glace Hein. au troisième Ouais. tiers, mais il était limité. Si il venait à ne pas jouer ce soir, ce serait vraiment une des clés du match et ce serait une très très mauvaise nouvelle pour Angers, sachant que c'est le joueur qui joue le plus et sûrement le meilleur défenseur des Ducs. Après, moi je pense que le fait d'avoir eu une première balle de match là ratée, ça va servir à Angers pour trouver la force de gagner le match de ce soir, parce que Rouen, ils ont de la force mentale, ils ont de l'expérience, mais je pense pas qu'ils aient la force de renverser deux fois la situation face à une équipe d'Angers qui, après avoir perdu déjà une fois, va avoir vraiment les crocs ce soir, et je pense Ouais, qu'ils ils l'ont auront fait en aucune 2010. excuse et je les vois gagner pour ça. Ils l'ont L'entame du fait en match sera 2010 de vraiment remonter un prépondérante. déficit. Parce que, à mon avis, s'ils entament vraiment bien le match, qu'ils arrivent à prendre un voire deux buts d'avance côté Angevin,
ça devrait peut-être aider à les libérer, alors qu'au contraire, si c'est Rouen qui a tendance à mener au score, ou que les débats restent plutôt équilibrés au tableau d'affichage, peut-être que la pression avec le public qui sera derrière eux, ça va peut-être s'inverser et ils vont peut-être un peu s'affoler, peut-être se précipiter, que ça va peut-être peut-être courir à leur fin. Ouais, ce qui est sûr, c'est que les deux équipes ont connu des passages à vide quand même assez importants sur ces premiers matchs. Là, il y en aura vraisemblablement pas au niveau du mental, ou alors ce sera des petites défaillances. Mais bon, ça va vraiment être très très tendu, très puissant au niveau des contacts et tout quoi. Moi, je suis d'accord avec Philippe sur le plan du mental, mais je pense que l'avantage au score ne régira pas que le côté mental, puisque si Angers arrive à prendre 1 ou 2 buts d'avance, à mon avis, la finale, elle est finie, même si on peut dire que Rouen, ils ont déjà renversé, ils ont déjà réussi. Je pense que la finale sera finie, parce qu'Angers, ils vont réussir à fermer derrière, avec un Hardy énorme qui en a marre de perdre ses finales et qui est terriblement motivé. Alors que d'un autre côté, si Rouen mène 2-0, là, c'est fini aussi parce que Angers, ils sont incapables de faire le jeu et ils l'ont montré samedi. Angers, c'est une équipe qui veut que l'autre équipe ait le palais. Comme ça, elle peut jouer en contre, rapidement se projeter vers l'avant en se basant sur une défense solide. Si Rouen mène 2-0, Angers devra faire le jeu et ça, ils en sont pas vraiment capables. Donc, je pense que un, un avantage de 2-0 sera rédhibitoire pour l'autre équipe ce soir. Ouais, c'est marrant parce que moi je vois ce scénario-là surtout en faveur de Rouen. Je vois beaucoup plus Rouen être capable de gérer cet avantage-là potentiel que Angers chez certains joueurs qui ont entendu toute la saison et voire depuis plusieurs saisons ce côté vous êtes des losers en finale sur des matchs importants. Ça peut revenir quoi. Je pense qu'ils sont plus friables à ce niveau-là en tout cas. En gros, je les vois un peu plus talentueux, mais un peu plus friables aussi, ce qui rend l'opposition super serrée finalement. Ce qui rend encore plus de suspense et Ouais. c'est agréable. Bah, tout ce qu'on espère, c'est que ça va pas se jouer au tir au but, quoi. Même Ouais. si, euh, même si c'est beau, même si tout, ce serait quand même dommage de voir un champion nommé sur une loterie, quoi. En tout cas, Ouais, c'est donner raison aussi au fait d'avoir décidé de jouer ces finales en 7 matchs, parce qu'on voit que ça va au bout des 7 matchs. ouais. Donc, Et l'intérêt d'avoir fini premier de la saison régulière, il existe quand même un peu là, pour le coup. oui, ouais, tout dépend si cet avantage de la glace reste du côté d'Angers ou si on va se retrouver vers cette espèce d'inversion qu'on a vu au début de la série. Toujours difficile. Par moment, on a l'impression que les équipes, ces temps-ci, c'est ce qu'on a vu avec Rouen, qui était beaucoup plus à l'aise à l'extérieur cette saison qu'à domicile, où ils ont fait un très bon parcours à l'extérieur durant ces playoffs. Angers avait fait des gros matchs aussi en saison, non, à Rouen, non. Ouais, à Rouen, ils ont gagné 1-0 en Coupe de la Ligue, ou non, c'était Rouen qui avait gagné 1-0 en Coupe de la Ligue, mais en championnat, Angers était allé gagner à Rouen. Non, mais moi je pense que l'avantage de la glace là, il n'existe pas vraiment. Je pense que le public, les 1000 personnes du Hara, même si elles crient très fort ou quoi, ce qui va faire la différence, ce sera la glace et pas. Je pense pas que le public change grand chose. La taille de la glace, là, on peut en parler. Et là, c'est pareil parce que Rouen a beaucoup de Canadiens, ils connaissent les petites glaces. Et derrière, c'est des joueurs assez vieux qui, comme l'a dit PL, sont plus avantagés par une petite glace parce qu'il y a moins de distance à faire. Angers, ils ont l'habitude de leur glace, mais je pense pas que ça change vraiment beaucoup. Je pense que vraiment ça va se jouer au mental et au début du match. S'il y a des comptes favorables, des rebonds favorables, c'est l'équipe qui aura le plus envie qui va gagner ce soir. Ouais, et puis ce petit match à l'Henri Hardy, c'est vrai qu'on a hâte de voir le dénouement, quoi. Parce que les deux ont quand même vraiment fait des playoffs plutôt solides. Bon, Hardy, sur les premiers matchs, il était pas exceptionnel quand même, hein. Les 2 premiers matchs de la Ouais. finale. Il a 1 ou 2 buts. Pour lui, bah même l'Henri d'ailleurs, il a une mitaine en bois à un moment qui amène un but. Bah, Ouais, c'est vrai qu'il y a eu. Mais bon, sur la Ah, totalité, ils ça sont ils pas sont vraiment montés en irréprochables non puissance. plus, quoi. Bah, ouais. un peu comme leurs équipes, quoi. On a l'impression que cette finale, elle a été dans le dur au cinquième match, quoi. Là, on était vraiment, on s'approchait du dénouement et chaque faux pas était rédhibitoire et ça a un peu changé la donne. Mais d'ailleurs, Nicolas, toi qui étais au match, Angers, ils étaient vraiment fatigués ou pas sur... Est-ce Non, qu'ils paraissaient fatigués? je pense pas qu'ils étaient fatigués ni qu'ils paraissaient fatigués. Je pense juste que, comme j'ai dit, Angers c'est une équipe qui aime pas faire le jeu et qui a beaucoup de mal à faire le jeu. C'est vraiment pour moi, c'est une équipe qui joue en contre. Et Rouen, ils ont eu l'intelligence quand ils ont mené 2-1 de ne plus jouer et de donner le palais à Angers systématiquement.
Ce qui a eu pour résultat que de bloquer Angers, et Angers ils n'arrivaient plus à rentrer dans la zone en construisant. Ça marchait plus donc. Mais sinon, Hardy il a été très bon les 2 matchs que j'ai vus à Rouen. Malgré Tu lui donnes l'avantage par rapport à Henry sur ce dernier match Ah ouais, pour moi, les stats et le nombre de tirs qu'il prend par rapport au nombre de buts qu'il encaisse donnent raison à Hardy. Je pense que Hardy est meilleur que Henry. Après, sur un match crucial comme ça, Henry il est capable de sortir le match de l'année, ça on sait. Mais je pense que Hardy, en fraîcheur et en talent, il est mieux là en ce moment. Vous voyez un profil de sauveur de chaque côté dans chaque équipe? Marc-André Tinel à Rouen. Ouais. S'il y en a un, c'est lui. C'est l'homme des finales. Même s'il est critiqué sur sa saison que ses playoffs. N'empêche qu'il est Marc-André Tinel, il est là. Il est là. Angers, Julien Albert. C'est ça. Angers, malheureusement pour Angers, c'est. Ou Campbell, à la limite. Dans les étrangers, Campbell, il tient quand même sa place sur cette finale. Ouais. Mais Bellemare aussi, sur la finale, Bellemare, il est assez chaud. Bellemare, il a été critiqué, et sur la finale, c'est un vrai... Mais par contre, il est muselé. Dès qu'il a le palais, il y a 2 joueurs qui lui tombent dessus. Ça, c'est normal. Justement, la clé, c'est peut-être... Est-ce que c'est pas aussi souvent sur ces matchs-là, Allez, pas les 3e trios, mais 2e, 3e trio, ça va se jouer là-dessus et ça va défendre très dur sur les premiers? C'est clair que la profondeur vont serrer de près les grands joueurs de chaque équipe. Après, tu peux pas serrer. Je veux dire, les 6 premiers attaquants de chaque équipe sont très forts et tu peux pas serrer individuellement chacun de ces 6 joueurs. Donc il y aura toujours un espace. Après, c'est sûr que les 3e lignes auront leur mot à dire. Et à ce petit jeu-là, la 3e ligne d'Angers, elle semble plus en confiance que celle de Rouen. Ouais, on n'en parle pas, mais il y a Brian Anderson qui est capable de faire de bonnes choses parfois. Et Julien Albert, les deux, ils sont associés. Ils donnent du très bon et ils s'entendent très bien. Ça se voit. Et surtout, ils travaillent très bien. Qui obtiennent des contres aussi fréquemment en infériorité numérique par leur bon travail. C'est clair. Ça, c'est Anderson qui travaille toujours très dur et qui réussit souvent à obtenir des bonnes situations. Et Julien Albert, par sa vitesse, arrive souvent à provoquer des pénalités. Hey. Incroyable, c'était pas prévu, mais c'est tombé pile poil à la fin de ton intervention, Nico. Donc pour finir, Nico, tu dis Angers. Moi, je vais me mouiller aussi, je vais dire Angers. PL. Rouen. Ouais. Ça. Et Philippe, tu dis qui? Je vais rester sur Angers. Je crois en eux depuis le début de saison. Ah d'accord, donc majorité pour Angers du côté des têtes à table. Je sais pas si Clément aurait choisi Rouen ou Angers, mais en tout cas voilà. Notre prono, vous l'avez avant cette finale. Promis, l'émission n'a pas été enregistrée après. Ça c'est sûr. Donc je vais vous faire maintenant le point sur D3, D2, D1. Je vais essayer de passer assez rapidement quand même sur la D3, qui est une jolie division, mais quand même, pour vous donner simplement la composition du carré final, qui se déroulera à Limoges, et donc il y aura évidemment l'équipe qui reçoit Limoges, ainsi que Orsières, Roanne et la réserve de Tours qui s'était qualifiée en premier. Donc voilà, on sait déjà que la réserve de Tours n'a pas le droit de monter, donc les 2 équipes qui joueront l'an prochain, la saison prochaine en D2, ce sera Limoges, Orsières et Roanne. Entre ces 3-là que ça va se jouer. Voilà. Pour passer à la D2, il s'est passé beaucoup de choses, puisqu'on connaît maintenant les 2 finalistes, et c'est la finale attendue en fait, les 2 leaders de poule qui ont cassé la malédiction, qui voulaient que depuis 4 ou 5 saisons, jamais en fait l'équipe qui finissait première de sa poule n'avait réussi à se hisser en finale et donc à monter en D1. Elles l'ont fait, Nantes et Cholet, qui ont leur ticket pour la D1 et qui vont donc s'affronter pour le titre. Alors comment ça s'est passé? En demi-finale, Nantes a battu les Français volants par 2 fois, à Paris 4-5, match le plus serré évidemment, et puis au Petit Port 5-1, donc ils n'ont pas eu besoin d'un 3e match. C'est l'année presque parfaite pour les Corsaires de Nantes, avec une seule défaite. Alors la petite devinette pour vous les gars, la seule défaite de Nantes cette saison, c'était contre Tours. Faux. C'était le dernier match de la saison régulière. À Meudon. C'est bon, Meudon, non? J'avoue que pas Meudon. Je ne me souviens plus. C'est pas forcément très loin de Meudon. Et c'était Évry qui avait battu 5-3 pour la dernière. Je sais que c'était en région parisienne. Donc voilà, une journée qui avait compté pour du beurre, puisque Nantes était assuré de finir déjà premier de la poule. Donc l'autre finaliste, Cholet, si on s'y attarde un peu, leur seule défaite en championnat était contre Chambéry, 6-3 à Chambéry. Et bien justement, ils retrouvaient ces Chambériens en demi-finale.
Alors les éléphants ont gagné sur leur glace 6-5 en prolongation le premier match. Un match assez fou puisque Cholet a mené 2-0, 3-1 et même 4-2. Mais a encaissé ensuite 3 buts en moins de 3 minutes 30. Et puis à 5-4, les Dogs ont réussi à égaliser à 50 secondes de la fin. C'est l'inévitable Bacul qui a libéré les Chambériens au bout de 46 secondes en prolongation. Alors la série qui est assez folle, c'est poursuivi à Cholet avec une victoire 6-3 des locaux qui là a pas trop laissé de suspense finalement. Et tout s'est joué donc le lendemain, le dimanche. Et là les Choletais menaient 3-0, se font reprendre 3-3. Et à 1 minute 11 de la fin du match, en fait, Grofek leur donnait l'AD1, mais Gindrich a égalisé à 47 secondes de la sirène. Donc on s'est retrouvé à jouer ce ticket pour l'AD1 en prolongation. En prolongation, il n'y a pas de but, et donc tout s'est joué au tir au but, ce ticket en D1, et c'est Pierre-Yves Albert qui a réussi son tir au but et qui envoie son équipe en D1, ce qui est hautement symbolique. Et voilà, les Chambériens doivent être évidemment éminemment déçus de cette issue. Voilà, c'est incroyable. On parlait tout à l'heure de la Magnus qui pouvait se jouer au tir au but, mais en tout cas il y a une équipe, en l'occurrence Cholet, qui a gagné son ticket pour l'échelon supérieur au tir au but aussi. Assez incroyable. Donc je vais maintenant faire le point sur la D1 avant de passer à qu'on discute de tout ça. Donc en D1 les playoffs sont passionnants aussi. Le verdict vient tout juste d'être rendu pour ce qui est des quarts de finale. On a eu beaucoup de matchs au couteau. Il y a Bordeaux qui a gagné 2 fois 5-4 à Nice puis à domicile. Match très serré forcément. En Gironde en plus ils ont égalisé à 8 secondes de la sirène finale. Et puis c'est Zemva qui leur a donné la victoire en prolongation. Et puis Brest qui l'a emporté aussi sur ses 2 premiers matchs par un but d'écart à chaque fois. 1-2 à Neuilly et 6-5 au Ringclass Stadium en prolongation. Un but du soulagement signé Nicolas Spar, dont on avait parlé, qui est un des tout meilleurs attaquants de la division. Et les 2 autres demi-finalistes, là il a fallu en passer par un match 3, seront Lyon et Reims. Lyon qui avait perdu à Dunkerque 4-2, comme Montpellier à Reims. Montpellier qui était favori, au regard du classement de ces quarts de finale et de cette opposition contre Reims. Sauf que les Lyonnais, eux, ils ont enchaîné par 2 larges victoires à Charlemagne sur leur glace, 7-2, 6-0. Donc là, il n'y a pas photo. Voilà, la place en demi-finale est largement méritée. Et puis les Vipers, malheureusement, de leur côté, n'ont pas su faire pareil. Ils ont d'abord égalisé dans la série en signant une belle victoire 4-0, mais ils ont perdu 2-5 le match décisif le lendemain. Donc on aura 2 très alléchants, Brest-Reims et Lyon-Bordeaux, au meilleur des 3 matchs, et avec avantage de la glace pour Brest et Lyon. Voilà, tout ça pour désigner les 2 finalistes qui se battront pour la place en Magnus. Nico, tout à l'heure, tu me citais une petite anecdote assez marrante sur Brest-Reims. Sur Brest-Reims, je te citais une anecdote assez marrante. Ah oui, effectivement, je m'en souvenais plus. C'est que le match qui aura lieu samedi entre Brest et Reims, mais non, mais ça marche pas. Le match à Brest sera à 18h40 et en même temps, 1h20 plus tard, l'équipe de Brest de football recevra le stade de Reims pour un match de Ligue 1 alléchant. Donc les 2 équipes joueront une partie de leur match en même temps, séparées par 50 mètres de distance. Donc les fans des 2 équipes devront faire un choix crucial. Belle soirée de sport. Ou alors voir le début du hockey puis courir au foot. Vu ce que produit en ce moment Brest sur le terrain au niveau du football, je pense qu'il vaut mieux aller voir le hockey pour eux. En tout cas, nous, au Tête à Slap, on se fait pas de soucis, on conseille largement d'aller voir le match de hockey. Je voudrais toujours voir la deuxième mi-temps à la télé. Voilà, c'est ça, exactement. Quoique ça peut se prolonger, hein, un petit Brest-Reims, ça peut aller jusqu'au tir au but aussi. Les 10 dernières minutes, alors si tu veux. Voilà. Philippe, PL, vous en pensez quoi, vous, de ces demi-finales de D1 ? Il y a pas vraiment de grosses surprises, hein. On peut dire que Montpellier sorti par Reims, c'est pas non plus très étonnant, Reims qui était déjà demi-finaliste l'an dernier. Ouais, je pense que ça va être encore une fois serré là en demi-finale. Les 2 équipes, donc Brest et Reims, ont chacune remporté une victoire cette saison, à chaque fois à domicile. Et c'est la même entre Lyon et Bordeaux, où chaque fois la confrontation à domicile a tourné à l'avantage des locaux. Donc de confrontations serrées, possiblement en 3 matchs. Après, il y a souvent un avantage psychologique qui est pris par le vainqueur du premier match qui se joue dans la semaine. Et ça se vérifie souvent, très souvent, par une victoire encore le samedi qui suit. Parce qu'il faut préciser que la différence avec les quarts de finale, c'est que ça ne se joue pas samedi et le samedi suivant. Là, ça se joue le mercredi et le samedi, donc c'est beaucoup plus rapproché. Ouais,
Ouais. Ah, ça va être intéressant. Et puis Lyon-Bordeaux affiche magnifique aussi deux grandes métropoles voilà, qui ont une des deux aura sa chance pour jouer en Magnus la saison prochaine. Et avec des deux joueurs lyonnais qui vont jouer contre leur ancienne équipe de Bordeaux, c'est-à-dire Aymeric Gillet et Miroslav Christine, qui ont changé d'équipe durant l'été, qui sont deux joueurs assez importants de l'effectif lyonnais et qui avaient connu une saison mi-fille, mi-raisin la saison dernière à Bordeaux. Donc ils vont sans doute vouloir mettre un point d'honneur à éliminer leur ancienne équipe. Ouais, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, Bordeaux qui revient un peu de loin quand même, avec ses 2 victoires d'un but, ça construit un groupe aussi, ça ils vont avoir un mental d'enfer. On peut aussi citer par exemple pour l'autre confrontation entre Brest et Reims que ça va être une opposition de style entre la très très grosse attaque de Brest, la meilleure du championnat, et la défense de Reims qui est elle aussi la meilleure du championnat. Donc bon, on aime bien dire que c'est les défenses qui permettent de passer des tours en playoff. Est-ce que ça va se vérifier à ce moment-là? Ça me C'est pas rappelle sûr. une certaine finale de Ligue Magnus, entre la meilleure attaque du championnat et la meilleure défense. Pour l'instant, on en est au 7e match. On ne connaît pas le résultat encore. On va parler un peu de la D2, 5 minutes, Cholet, Nantes en D1. Bon, c'est la conséquence logique de 2 équipes construites sur la durée pour monter. C'était déjà le cas plus ou moins l'année dernière pour ces 2 équipes-là. Vous en pensez quoi? Cholet qui court après cette montée depuis des années et des années. Et ça fait déjà 4-5 années qu'ils sont toujours dans les prétendants. Ils ont connu des saisons assez exceptionnelles avec une attaque de feu, très peu de défaites et toujours en play-off, ça cassait. Et puis cette année, peut-être qu'on les attendait moins, je ne sais pas, et on parlait moins d'eux. Et puis finalement, ils ont quand même remporté leur poule. Et on a une finale entre les deux vainqueurs de poule au final. Et quelle fin de saison de Chambéry, hein. Franchement, il a fallu qu'ils aillent la chercher, les Choletais. C'était pas cadeau, ce match. Surtout qu'on peut dire qu'ils ont joué avec leur gardien remplaçant pour le match décisif. Ouais, c'est pas un mince handicap théoriquement. Ouais, ça c'est pas facile, mais en tout cas on aura une super finale. Je pense que ça vaudra le coup aussi pour ceux qui ont la possibilité de voir ces matchs-là, de profiter de ces joueurs qui ont pour la plupart, pour beaucoup en tout cas le niveau D1 déjà. Pour avoir vu Nantes, moi cette année c'était vraiment impressionnant quand même. C'est un derby. Ça va être une belle fête dans les tribunes avec des supporters des 2 équipes qui pourront se déplacer parce qu'il faut le dire que Nantes et Cholet c'est pas très très loin. Donc ça devrait contribuer à ce succès. Et puis finalement, on la joue détendue quand on est en D2 cette finale, puisqu'on a son ticket en D1. Donc je veux pas dire que c'est pour le plaisir, un titre ça va toujours se chercher, mais c'est la fin d'une belle aventure collective. Mais bon, quand même, c'est plus facile quoi de la jouer. En D1, quand on la joue cette finale-là, il y a le ticket de Magnus en jeu. Ouais, il y a un facteur crispation en moins. Il y a peut-être une pression qui est enlevée des épaules quand on sait qu'on a l'accession et ça permet le jeu d'être plus libéré et d'offrir un meilleur spectacle pour la finale. Ouais, c'est ça. Puis un petit mot peut-être sur les Français volants qui visaient eux aussi la montée. Voilà, enfin, être tombé sur Nantes, c'était pas de bol non plus, quoi. Voilà, c'était l'échelon qu'il fallait passer. C'était un peu trop compliqué. Je pense qu'ils reviendront encore la saison prochaine avec une grosse équipe et la volonté de grimper en D1 une nouvelle fois. On le voit, que ce soit de la D1 Magnus, de la D2 en D1, c'est jamais facile. Et puis, il faut réunir beaucoup de facteurs en même temps pour pouvoir espérer accéder au niveau supérieur. C'est clair. On peut dire aussi que là, il y a Amnéville qui descend et puis Toulouse également. En D2, mais là les 2 équipes qui montent, elles vont pas monter pour faire de la figuration, que ce soit Nantes ou Cholet, donc on aura une belle D1 encore l'an prochain. Surtout Nantes, qui a beaucoup d'ambition. Ouais, qui avait construit quoi? Ils ont, à ton avis, tu dirais Philippe, ils ont quoi, un tiers d'équipe de D1 quasiment, pas loin de la moitié, avec les joueurs qu'ils ont là. Ils ont déjà des joueurs comme Kuderna qui était en Magnus l'an dernier, comme Alexandre Demers, qui est un excellent joueur canadien qui se promenait en D2, pardon. Ouais, et Grigard, c'est vraiment pas mal. Novotny, Ovora. Un ancien bon gardien de D1 aussi, Bozic. Il y a de la profondeur de moi à fournir, mais ils ont des joueurs cadres. Tout ça. Mais je me fais pas de soucis pour les Nantais. Les joueurs cadres, je pense, sont déjà là et s'ils arrivent à les confirmer, ça devrait être bon. Faut citer peut-être Claude Deves qui a fait un bon travail avec une équipe de Nantes qui est partie il y a quelques saisons de pratiquement zéro. Et qui a construit une équipe à son image, je dirais.
et qui mérite donc pas Ouais, mal de qui a crédit. beaucoup progressé, je trouve. Je trouve que Devez a beaucoup progressé tactiquement, techniquement dans son approche des matchs. Moi, je l'ai déjà trouvé bien meilleur cette saison que la saison dernière. Il avait une équipe qui était un peu meilleure aussi, mais je trouve voilà, il y a tout le monde s'est mis au diapason. Hein. C'est vrai que cette saison, personne n'a pu à un moment vraiment les faire douter, quoi. Un jeune C'est entraîneur impressionnant de voir des parcours comme ça. qui a joué aussi à Angers. Donc c'est un petit peu la fête des Pays de Loire en ce moment. On va voir si ça se poursuit jusqu'à ce soir avec un titre pour Angers. Et puis, bien connu à Tours, bien sûr, comme Simac, comme Novotny. Voilà, on se trompe pas. Il y a quand même beaucoup de sang tourangeaux dans cette équipe de Nantes. Ouais. Mais sinon, on pourrait aussi signaler, peut-être pour finir cette partie, qu'il y a 2 monuments du hockey français quand même qui arrêtent cette saison. Il s'agit de Maurice et François Ouais, Rosenthal, tu les fais deux bien, jumeaux, tu fais bien. qui, J'ai qui ont manqué à ter- mon obligation d'Amiénois de le dire. Je suis désolé. qui ont terminé leur carrière dans leur club formateur à Dunkerque. Et ils vont laisser leur équipe, on peut le dire, je pense, orpheline de ces 2 joueurs d'exception qui en D1 sont encore assez phénoménaux. Et ce sera peut-être une nouvelle page de l'histoire des Corsaires de Dunkerque qui va s'écrire sans eux, ou peut-être avec eux, mais dans un rôle nouveau. Et oui, t'as bien fait de le préciser, de joueurs emblématiques du hockey. Moi, je les ai vus jouer l'un à Dunkerque, l'un à Toulouse. Ils étaient dans la même poule que Tours il y a quelques saisons. C'était un vrai plaisir de les voir. Et voilà, c'était encore très combatifs. Et puis, comme tu disais, hein, largement encore au niveau D1, au niveau du talent. Ouais, c'était vraiment un petit coup de chapeau qui s'imposait pour le coup. Donc voilà pour notre page D1, D2. On parle un tout petit peu de la D3 au départ. On va passer à la NHL avec toi, Pierre-Louis, où tu vas nous parler des Penguins de Pittsburgh qui suscitent toujours autant de débats. Oui. Donc notre point sur la NHL. Donc la semaine dernière avait eu lieu la trade deadline, comme on dit en anglais, donc la fin des échanges. Mais Pittsburgh avait un peu anticipé et s'est construit sur le papier une équipe taillée pour la Coupe Stanley. Donc on va rappeler les quelques échanges qu'ils ont fait. Donc 24 mars, le capitaine emblématique de Dallas, Brendan Morrow, donc en échange de Joe Morrow et d'un choix de 5e ronde. Donc déjà un premier coup. Le lendemain, ils sont allés chercher donc à San Jose le défenseur Douglas Murray en échange de plusieurs choix de draft. Et ensuite, donc le 28 mars, l'échange qui a sûrement le plus marqué tous les suiveurs, c'est l'échange de Jérôme Inguila, le capitaine là aussi emblématique de Calgary, donc qui est obtenu contre des prospects et le choix de première ronde de cette année. Donc Pittsburgh qui frappe très fort, qui ne cache pas ses ambitions. On veut gagner la coupe, hein. On rappelle qu'ils ont quand même déjà des grands joueurs entre Malkin, Crosby, Neal et Kunitz, etc., etc. On va pas faire l'injure de mettre tout le roster. Donc le débat c'est simple, c'est Pittsburgh vont-ils vraiment réussir à gagner la Coupe Stanley? Moi je dis que non, tout simplement non. Justement, Vas-y, on les attend trop. On les attend trop. Pourquoi? Déjà, le gardien, déjà, premier point faible, le gardien. Même s'ils sont allés chercher l'an dernier Vaucoun pour suppléer Fleury, ça reste quand même assez fragile. On s'en souvient l'an dernier, Fleury qui est capable de grands matchs comme de passer totalement à travers. Donc c'est quand même pas le plus rassurant. La défense en général d'ailleurs, elle est pas non plus ultra, même si elle est quand même bonne, elle est pas ultra rassurante. Il suffit que comme en ce moment que Le Tang et Martin soient blessés, pour prendre 6 buts contre les Rangers par exemple. Mais tu mets le point sur le truc essentiel en fait. À mon avis, c'est les blessures qui vont dicter un peu l'ensemble. Hein. À effectif complet, l'équipe de Pittsburgh est vraiment... Non, même à effectif complet. Là, ils ont des chances de prendre New York Rangers dès le premier tour. Je suis désolé, mais même à effectif complet... C'est pas un modèle de régularité, hein, quand même, les Rangers. Hein. Ouais, mais en play-off... Et en série, le gardien, il fait beaucoup, et Lundqvist est à peu près... Puis aussi, ils ont aussi beaucoup bougé à la fin, et l'effectif a une nouvelle impulsion qui sera sûrement déterminante à arriver en play-off. Parce qu'on rappelle qu'il reste qu'une dizaine de matchs à jouer. Donc si ils poursuivent sur leur lancée actuelle, puis il y a c'est très probable d'après toi les Rangers là pour moi les Rangers c'est les favoris à l'est avec Boston et Pittsburgh forcément. Mais Boston, pour moi s'il y a une série Rangers-Pittsburgh c'est les Rangers. Boston ils ont une équipe taillée pour les playoffs. Oui mais parce que Bergeron est blessé. Bergeron
c'est le playmaker de Boston. C'est le mec, quand il est là, Boston gagne, quand il est pas là, Boston perd. Il prend énormément de mises au jeu. Et sans lui, Boston doit courir après le palais, ils ont beaucoup de mal. Le premier trio arrive pas à s'exprimer sans lui. Et forcément, quand ton premier trio s'exprime pas, bah, t'as quelques problèmes. Faut voir quand il va revenir. Après, Boston moi, qui s'est renforcé aussi un peu plus discrètement à la date limite, mais ils ont quand même cherché Wade Redden, qui a longtemps joué avec Chara à Ottawa, et bien sûr Jaromir Jagr qu'ils ont cherché à Dallas. C'est pas forcément le prototype du joueur qu'on verra à Boston dans cette équipe C'est clair. Assez réputé pour son jeu dur, mais il a de l'expérience, il est encore frais, il pourra beaucoup apporter. Ouais, bah moi je suis peut-être le seul, mais moi j'y crois. À Pittsburgh. Bon, c'est sûr que c'est une équipe que j'aime beaucoup, mais je pense que l'association de l'expérience, du talent dans cette équipe peut vraiment marcher. Effectivement, vous avez raison de souligner qu'au niveau du gardien, c'est pas gagné à 100%, mais bon, je pense que c'est quand même le roster le plus impressionnant de cette NHL là, au moins pour aller jusqu'en finale. Après, je dis pas. Ouais, aller jusqu'en finale. De toute façon, pour moi, c'est le vainqueur de l'Ouest qui gagnera la Stanley, parce que le hockey à l'Ouest est quand même beaucoup plus relevé. Hein. Enfin, beaucoup plus relevé. C'est ce que j'allais dire, Sylvain. Quand tu vois à l'Ouest qu'il y a, tu vois les trois premiers déjà, tu vois Chicago, Anaheim, Vancouver, et après tu dis que le roster de Pittsburgh est le plus impressionnant de loin, mais je veux dire, Anaheim, personne parlait d'eux vraiment, et ils ont réussi à construire un truc. Je veux dire, en défense, c'est super solide. Ils ont deux gardiens très solides. Et une attaque qui marche bien. Franchement, Anaheim, moi, c'est l'équipe qui me fait le plus peur à l'ouest pour l'instant, avec San Jose, parce que si San Jose est en forme, ça peut faire très mal. Ouais, toi qui connais bien Chicago, tu mettrais une pièce sur Chicago quand même ou quoi? Ah non, moi je mets pas de pièce sur Chicago, pour les mêmes raisons que Pittsburgh, car Crawford et Emery, bah, ils sont bien en saison, là ils ont bien commencé. Crawford, il a déjà donné des signes de fatigue, là, avec 2 buts assez incroyables encaissés la semaine dernière. Emery, il est solide, et le problème qui se pose, c'est le même que l'année dernière, c'est que à 10 journées de la fin, on sait toujours pas qui est le gardien numéro 1. Et on a vu ce que ça a donné l'année dernière quand on a donné le poste à Crawford. Bah, il a été terrible pendant les playoffs, quoi. Enfin pendant les 6 matchs de playoffs. Je veux dire, cette année, peut-être on va donner sa chance à Emery, mais Emery, c'est un gardien qui connaît pas trop, et ça fait longtemps qu'il a pas eu tant de responsabilités. Moi, je pense que Chicago sera trahi par ses gardiens en playoff. Sinon, c'est clair qu'offensivement et même défensivement, c'est du très solide, mais il y a un vrai problème de gardien. Alors qu'à Anaheim, il y a une vraie paire de gardiens solides. Et Victor Fast, moi, il m'impressionne vraiment. En plus, il est super beau à voir jouer. Bon, ça fait pas gagner des matchs, mais ça fait toujours plaisir. Après, à l'Ouest, clairement, quand on regarde les 8 premiers, ils sont tous légitimes. C'est bien plus solide qu'à l'Est. Je veux dire, Détroit est 8ème, Saint-Louis 7ème, bon, Minnesota 6ème, bon, San Jose 5ème, le tenant du titre Los Angeles 4ème. Bon, Quick, il est un peu dans le dur en ce moment, mais peut-être il va revenir en playoff, c'est pas sûr. Pour moi, l'équipe à surveiller à l'Ouest, c'est vraiment Anaheim et Saint-Louis. Et à l'Est, Pittsburgh sera évidemment surveillé, mais pour moi, il y aura une vraie crise de leadership au moment de savoir qui doit prendre ses responsabilités. Tu peux pas avoir trop de capitaines dans un vestiaire sans que ça explose. Bah, ouais, sauf si les gars comme Iginla, Jokinen et tout, qui veulent surtout gagner, acceptent effectivement. Puis ils se connaissent quand même. Un peu en dessous des habitués, quoi. Est-ce que c'est possible? Genre Crosby, Ginla, ils se connaissent avec Hockey Canada. Ouais, c'est clair, mais je veux dire, jouer en équipe nationale ou en club, c'est pas pareil. Et le club a les mêmes attentes. Est-ce que c'est possible pour un mec qui a été 10 ans capitaine de son équipe, incontesté, d'arriver là et de se dire « Ah bah c'est plus moi la star ici », mais comment ça se passe dans le vestiaire? Alors, avant c'était moi qui disais ce qu'il fallait faire, et maintenant je dois me taire. Donc ça marche pour Moreau. Mais ouais. Et il y a Crosby, Malkin, il y a un vrai... Et puis défensivement, il y a le temps, il y a des joueurs anciens. Moi, je pense que les additions de talent ou les additions de leadership comme ça qui viennent sur le tard, c'est compliqué. Et le manque de concurrence à l'Est aussi. C'est ça que vous pointez comme un défaut au moment d'attaquer les playoffs. Quoi. On parlait d'Iginla et de Moreau, faut pas oublier qu'ils commencent aussi à mesurer le poids des ans. Alors bon, c'est sûr que c'est pas Jaromir Jagr, mais ils sont petit à petit sur le déclin. Alors bon, est-ce que le changement d'air va leur être profitable ou non? Mais
c'est des joueurs qui arrivent pour apporter leur leadership, leur expérience, mais derrière, ça va pousser dehors certains joueurs qui sont plus connus pour être des gros travailleurs, et une équipe, elle a besoin de ces travailleurs, C'est clair. quelque part. Et aussi, ça va impacter des joueurs peut-être comme Dupuis, comme Kunitz, qui, cette saison, font relativement bonne performance. Et ça va peut-être poser un certain déséquilibre avec les nouvelles lignes. Certains joueurs qui avaient une bonne situation ne vont peut-être plus l'avoir, et ça peut créer des problèmes d'ego, des problèmes dans le vestiaire. C'est clair que mentalement, moi je pense que le message envoyé par la direction à ces joueurs est très mauvais parce que, je veux dire, comme tu disais Philippe, il y a des joueurs qui ont été méritants depuis le début de la saison, voire même depuis l'année dernière, et qui sont mis sur un 3e trio, voire même 4e trio, sans vraie raison. Je veux dire, c'est un peu comme on dit, ah bah toi tu joues bien, on n'a rien à te reprocher, t'as fait tout ce qu'on attendait de toi, mais on va quand même prendre un autre mec à ta place. Donc le mec, dans sa tête, il se dit, bon bah le club, il veut plus de moi, et ça va s'impacter sur sa fiche, sur son apport à l'équipe, sur son envie de donner toujours plus à l'équipe. Des choses que Higuinla ou Moreau, bon, ils auront envie de gagner, mais ils n'ont pas l'envie. Enfin, je veux dire, eux, ils sont là pour gagner la coupe, ils sont pas là pour gagner la coupe pour Pittsburgh. Alors que. Ouais, faut dire que quand même, la première ligne n'avait pas été vraiment touchée. La deuxième ligne avait été forcément un peu impactée, mais c'était quand même une vraie addition, quoi. C'est pas non plus, on n'a pas pris des joueurs du côté de Pittsburgh, des joueurs inexpérimentés pour faire le nom ou pour venir concurrencer d'autres joueurs exactement. On a pris surtout des gens qui ont un vécu et ce sera forcément à mon avis précieux dans des moments un peu difficiles, quoi. Je pense que et pour le vestiaire et pour l'équipe, ça c'est quand même quand on allie l'expérience de ces joueurs-là, ça peut aussi être un vrai plus. Après, ça dépendra du caractère de chacun et de leur capacité à s'allier là-dedans. Mais je pense que quand ils ont fait ce choix-là de venir à Pittsburgh, que ce soit Moreau, Iginla, Jokinen, ils l'ont pesé cette décision-là et ils savaient qu'ils n'auraient pas le même impact qu'ils avaient dans leur équipe précédente. Ce que je trouve très intéressant, c'est l'approche qu'a fait quand on compare l'approche du directeur général de Pittsburgh avec par exemple celle de celui des Canadiens de Montréal, qui a un bon groupe et qui justement lui n'a pas voulu trop perturber ce groupe parce que ça aurait pu totalement enrayer la machine. Alors qu'au contraire, celui de Pittsburgh, alors que l'équipe était en plein milieu d'une série incroyable où ils ont tout gagné pratiquement en mars, et il a quand même voulu vraiment apporter des gros éléments au risque quelque part de perturber cette chimie qu'il y a dans l'équipe, et en plus d'ajouter de la pression à l'équipe et de se faire désigner comme pas ennemi numéro 1 mais équipe à abattre dans la conférence Est. Ouais, faut moral. Il l'était de toute façon. Déjà oui, il était déjà. Avec leur série. Mais ils le sont encore plus maintenant, et quand tu vois que par exemple une équipe comme Boston, qui a, si certains ont suivi l'actualité, ils avaient pratiquement Iginla dans l'équipe, et puis il y a eu un grand retournement de situation en plein milieu de la nuit. Et finalement, ils n'ont pas eu Jarome Iginla qui est allé à Pittsburgh. Je pense que eux, même s'ils peuvent peut-être plutôt en vouloir à Calgary, quand ils vont jouer les playoffs, c'est Pittsburgh, ils vont. Calgary, ils préféraient l'offre de Boston. Hein. C'est Iginla qui a préféré aller à Pittsburgh. Oui, mais au final, c'est quand même Calgary qui a validé ce. Parce que Calgary, il pouvait pas dire non à Iginla quand même. Pour service rendu. Donc après, si Calgary a voulu, il l'a envoyé à Boston. Ouais. D'après moi. C'est difficile quand même. Service rendu. Ouais, c'est sûr. Mais je pense mais t'as raison dans le sens où si Boston recroise la route de. Mais ils vont les casser. Son Boston déjà, ils aiment bien casser l'adversaire. Pittsburgh, de toute façon, ils ont une santé fragile cette année. On le voit déjà en ce moment. Là, il y a encore Neal qui vient d'être annoncé out pour quelques temps avec une commotion. Donc, ils ont tous eu plus ou moins des pépins physiques. Il suffit que tu le tailles le casser 2-3 fois et c'est bon, ils sont finis. C'est ça les playoffs aussi. C'est pour ça, voilà. En parlant de Boston, c'est exactement le type d'équipe que je vois éliminer Pittsburgh en série, mais sans vraiment forcer son talent, parce que c'est Boston, c'est un jeu de physique contre Pittsburgh qui est plutôt une équipe de technique et de vitesse. C'est Boston, et puis surtout avec un gardien, Toukaras, qui est un deuxième gardien aussi, Kudobin, qui est excellent. C'est tout l'anti-Pittsburgh et c'est tout ce qui fait défaut à Pittsburgh, je pense. C'est vrai que c'est vraiment deux hockey là. Là, on parle de deux hockey complètement différents. Moi, j'ai clairement choisi mon camp. Je vous le dis tout de suite. C'est clairement Pittsburgh, mais après, voilà, hein, c'est sûr qu'en playoff, ça a souvent payé quoi.
équipe très Non. avec beaucoup de spirit là, avec beaucoup de physique, beaucoup de voilà de ténacité. Mais bon, c'est quand même beau de voir tous ces joueurs-là réunis au moins à Pittsburgh. Je pense que pour tout le monde, c'est quand même un joli spectacle de voir tous ces grands joueurs ensemble. C'est pas dit que ça va gagner pour autant. Ouais, c'est un beau spectacle, mais ouais. Ouais, il y avait- si on peut faire une petite référence historique, bon, c'est pas tout à fait le même contexte avec cette trade deadline, mais si on revient en 2003-2004, on parlait d'équipe à l'ouest tout à l'heure. Le Colorado avait quand même Paul Kariya, Timo Selänne, Sakic, Forsberg, enfin, on pourrait presque assimiler ça à une Dream Team, un peu C'est comme vrai. Pittsburgh. Et tout le monde les attendait, et au final, ils sont pas allés au bout. Donc, Non, mais dans tous les assembler sports. assembler les joueurs, ça ne fait pas tout, et je pense que c'est un bon exemple. Et une nouvelle fois, on verra si Pittsburgh arrive à aller au Exactement. bout comme en Est-ce que 2007-2008. Pittsburgh va vaincre le signe indien des Chicago Blackhawks? C'est une bonne question. Mmh. On va voir. C'est pas gagné. Hein. Ah, et je suis sûr que ce débat va avoir intéressé parce que voilà, on en parle forcément, qu'on n'aime pas. Des Pens, ils font l'actualité et donc On n'aime pas. c'était bien intéressant d'en toucher quelques mots. Philippe, c'est le moment pour nous de parler de l'équipe de France et des Français de l'étranger. T'as plein de petites choses, je suis sûr, à nous dire là-dessus. Ouais, bon, on va commencer avec une nouvelle plutôt positive avec Pierre-Édouard Bellemare qui a fait son retour au jeu il y a quelques matchs. On vous en avait parlé il y a quelques semaines, il avait subi une charge très violente avec une fracture et une chirurgie à la mâchoire. Il est revenu depuis 4 matchs, donc c'est-à-dire le deuxième match de la demi-finale que jouait chez FTA contre Linköping. Ils se sont qualifiés. Jolie prononciation, bravo. J'essaie d'y prêter de l'attention. Ils ont battu Linköping. Il me semble même qu'on dit Linköping, tu vois. Si quelqu'un pourra nous confirmer cela. Pas moi en tout cas. Ils ont gagné 4-1 en demi-finale, donc ils se qualifient pour la finale qui joueront contre le grand rival du nord de la Suède qui est Luleå. Et donc Pierre-Édouard Bellemare qui joue avec un casque spécial avec une visière intégrale et une espèce de protection supplémentaire. Il n'a pas forcément beaucoup produit offensivement, mais il est au retour du centre. Il est de retour au centre de la première ligne. Donc c'est quand même assez important pour son équipe, pour son abattage dans le jeu défensif, pour tuer les pénalités. Et à terme, ça sera important parce que ça veut dire qu'il pourrait être disponible pour l'équipe de France une fois les playoffs terminés. Au niveau d'état d'esprit, chapeau quand même. Hein. Il a quand même pris vraiment un vilain coup violent. Il revient tout de suite sur les patins. Voilà quoi. Il a la moelle. C'est pas Crosby, hein. C'est aussi pour ça qu'il débat NHL. Oh. C'est aussi pour ça qu'il l'adore, je pense, dans ce club. On se souvient que les supporters avaient fait un grand tifo pour son retour cet automne. Après sa longue absence, ça reste un guerrier, c'est un joueur vraiment polyvalent qui apporte beaucoup à chaque équipe où il passe. Un peu comme un Boson à l'époque avait marqué son temps aussi par son courage, etc. C'est bien que les Français montrent l'exemple à ce niveau-là. French Spirit. Ensuite, on va se diriger vers le pays voisin un petit peu plus à l'est. On va aller en Finlande, où Johan Ovitu et Charles Bertrand étaient tous les deux avec leurs clubs respectifs en demi-finale du championnat national finlandais. Donc le Jeep Jyväskylä où joue Ovitu, c'est pas facile à prononcer, tu constateras, Sylvain. Je sais pas si c'est beaucoup plus simple, ouais. Je vous épargnerai l'orthographe d'ailleurs. Jouait contre l'Assat Pori. Ils ont été éliminés, ça date tout fraîchement d'hier. 4-1, donc en 5 matchs. Ovitu qui a joué 9 matchs durant ces séries, un but, une passe avec un temps de jeu moyen de 18 minutes. Donc assez important toujours son temps de jeu. Charles Bertrand a été éliminé avec Lukko contre Tappara Tampere 4-0, défaite sèche. Il faut dire qu'ils étaient la dernière équipe qualifiée pour les playoffs, donc c'est pas une grande surprise. Bertrand a joué 10 matchs. Il n'a pas inscrit le moindre point. Il y a un lapin qui a perdu une de ses piles là. Il y avait environ 8 minutes de temps de jeu pour Charles Bertrand durant ces séries. Maintenant, ces deux joueurs ne sont pas tout de suite disponibles pour l'équipe de France parce qu'ils vont devoir jouer une finale pour la 3e place dans le championnat. C'est une drôle de tradition, je trouve.
Du coup, c'est pas pour tout de suite l'équipe de France. Mais bonne saison de nouveau pour Vito en Finlande, donc, et Charles Bertrand qui a eu un petit peu de mal à confirmer sa très bonne première saison en pro. Ensuite, on pourra se diriger un peu plus proche de la France, vers la Suisse, où Cristobal Huette et Elliott Berton ont remporté le titre de Ligue nationale B en Suisse. Où, pour rappeler leur stats durant les playoffs, Berton en 15 matchs a marqué 4 buts, distillé 6 passes pour 10 points. Cristobal Huette en 13 matchs a eu une moyenne de buts encaissés de 2,67. Donc il a manqué quelques matchs en raison de maladie, mais il a tenu bien sûr un rôle prépondérant. Lausanne qui va jouer sa place en Ligue nationale A contre les Langnau Tigers, donc barrage contre une équipe de Ligue nationale A. On en est à un partout dans la série, donc c'est toujours très difficile d'accéder en Ligue nationale A. Ouais, c'est ça, j'allais te le dire, quel système pas avantageux pour les équipes en dessous. Là, c'est la croix et la bannière pour arriver à monter. Ça se joue au meilleur des 7 matchs, un partout après 2 matchs. L'espoir est toujours permis. Bah, c'est pas mal Berton, non, quand même. On l'attendait avec une production comme ça, ou ça me semble vraiment pas mal. C'est quand même un très jeune joueur qui a un très petit gabarit. C'est peut-être une des raisons qui a bouché un petit peu du temps de jeu en Ligue nationale A maintenant. C'est le Mathieu Valbuena du hockey, c'est ça? Espérons qu'il atteigne rapidement l'équipe de France et qu'il pourra, à l'instar de Mathieu Valbuena, nous marquer des buts importants. Maintenant, je veux passer sur l'actualité de l'équipe de France pour vous rappeler quelques résultats. Comme vous le savez, vraisemblablement, la France a commencé sa préparation pour les championnats du monde avec un groupe relativement jeune. Ils ont commencé par 2 matchs contre la Norvège, donc un adversaire assez intéressant pour commencer la préparation. Le premier match à Lyon s'est soldé par une défaite 4-2, avec des buts de Briand et Gutig pour la France. Ronan Kemener gardait le filet. Deuxième soirée un petit peu plus compliquée à Grenoble, où la France a perdu 7-3 avec des buts de Aros Amena, Sacha Trey et Nicolas Ritz. Tandis que c'était Clément Fouquerel, le jeune gardien de Chamonix, qui vient de prolonger dans son club, qui gardait la cage. La suite du programme, c'est mercredi, donc demain, et vendredi, des matchs en Suisse. On devrait avoir un groupe un petit peu différent, notamment Kevin Ekfeuille et Damien Fleury, qui ont terminé leur saison en Suède, qui vont pouvoir rejoindre le groupe. Ensuite, nous avons 2 équipes nationales qui sont déjà en championnat du monde. Il y a l'équipe de France féminine dont on va vous citer les championnats du monde à Strasbourg. C'est en France en plus. Elles ont quand même l'objectif de monter. Les adversaires, ce sont le Kazakhstan, la Grande-Bretagne, la Chine, les Pays-Bas et la Corée du Nord. Enfin... La Corée du Nord. Putain, oui, absolument. La Corée du Nord. On est en danger, man. Une équipe particulièrement disciplinée. Ils ont intérêt à gagner. C'est dommage qu'il n'y ait pas un Corée du Nord États-Unis, ça aurait été marrant. Ah si. Ouais, les États-Unis qui jouent actuellement à Ottawa. Qui jouent à Ottawa. Ça, je sais pas si marrant était le terme d'ailleurs. Pas forcément. Non. Enfin, pour finir ma rubrique, je vais vous parler des U18 français qui jouent en division 1A, donc l'antichambre de l'élite. Les championnats du monde se déroulent en Italie et les adversaires de la France sont la Norvège, le Danemark, la Biélorussie et la Slovénie, donc un groupe sensiblement similaire à celui qu'ont joué les U20 à Amiens en décembre, à la différence près que l'Italie remplace l'Autriche. Ça a commencé un petit peu difficilement avec 2 défaites contre le Danemark et la Norvège, mais il faudra se concentrer pour les matchs face à la Slovénie et l'Italie pour espérer se maintenir. Il y a des joueurs à surveiller en particulier là, chez ces U18 ? Morin Bouvet, donc je pense que Nicolas pourra nous en glisser 2 mots. L'Amiénois au talent plus caché puisqu'il a été découvert même par des observateurs américains et qui devrait aller faire un camp d'entraînement à Columbus cet été. Puis il y a aussi un autre Amiénois, il y a Guillaume Leclerc aussi, non ? Qui est jeune. Bon, ils ont 2 excellents attaquants très talentueux qui, ce serait bien s'ils représentaient le futur de l'équipe de France au vu de leur potentiel. Ça semble possible. Ouais, il est comment Bouvet? C'est un grand costaud. C'est quoi comme type de gabarit? C'est un petit D'accord. Petit qui patine très vite, capable de, avec un lancer
rapide et le palais part très vite de sa crosse, c'est difficile pour les gardiens. Guillaume Leclerc, on l'a pas vu en Ligue Magnus cette année parce que lui, il est encore trop jeune et trop peu physique. Bouvet déjà, il se faisait découper, alors il jouait que 2 tiers ou 1 tiers par match, mais avec un temps de jeu réduit, il a quand même réussi à montrer qu'il était très talentueux. Et je pense qu'il y a un joueur aussi, un autre. J'ajouterais le jeune gardien Quentin Papillon qui a joué le premier match contre la Norvège, qui n'a que 15 ans, ou du moins, qui va bientôt avoir 16 ans, s'il n'a pas déjà eu peut-être, qui a effectué un match assez intéressant et qui tient déjà bien la baraque pour son jeune âge. Ouais, il a un nom tout trouvé. Hein. Il pouvait pas jouer attaquant. Hein. Celui-là, il a un style tout trouvé. On a eu d'ailleurs à Tours un gardien qui s'appelait Guillaume Papillon. Ah, c'est peut-être de la famille. On sait que le hockey c'est un milieu, un microcosme où beaucoup de gens se retrouvent et jouent en famille. Ouais, c'est bien vrai. Donc oui, l'équipe de France quand même qu'on a vu contre l'équipe de France A qu'on a vu contre la Norvège était pas vraiment celle qu'on va retrouver sur les prochains rendez-vous où on a accueilli quand pas même du tout. 75%, 50% de. On le voit sur des buteurs. Ouais. On le voit sur des buteurs comme Briand ou même Aros Samena qu'on ne certainement pas. Puis les gardiens aussi. Il n'y en aura aucun des deux qui sera du voyage a priori. Ouais. Ça permet de brasser de nous un petit peu les effectifs, de donner un petit peu d'expérience à des jeunes comme Briand qui n'a que 20 ans. Donc c'est la jeune garde, la relève. Il y avait quelques cadres comme Yorick Trey ou Laurent Meunier pour encadrer tout ça notamment. Encore Yorick Trey qui n'a pas joué le premier match. Il est blessé aux côtes. Et Meunier qui n'a pas joué le deuxième. En repos. On tourne. Moi ce qui me choque c'est l'absence de Pierrick Pivron, juste pour en glisser 2 mots. Qu'on prenne Aros Samena, ok, mais qu'on prenne pas Pierrick Pivron. C'est un peu étrange dans une liste quand même qui doit avoir 150 noms au moins. Genre quasiment tous les joueurs français ils sont dans la liste. Qu'on n'ait pas pris Pierrick Pivron, il est quand même en LNA, c'est pas rien. Ouais, même s'il a pas un temps de jeu extraordinaire. Quand il est venu en Magnus à Gap, on a vu quand même directement la différence, justement avec un gars comme Aros Samena. Je comprends pas, surtout qu'il avait quand même déjà été testé Pivron. Ne pas le revoir là, c'est un peu étrange. En plus, doté d'un bon gabarit et habitué à jouer en 3ème, 4ème ligne. Ouais, il a le profil pour c'est ça. Ouais. Juste le tester, je dis pas d'aller aux mondiaux, il y a un pas encore, mais. Enfin, on peut vraiment solliciter qu'il joue des adversaires aussi relevés que la Norvège, que la Suisse. Ça va quand même être intéressant dans l'optique de préparation. Il y aura la Lettonie aussi, non? Encore. Il y aura c'est le. Il y a le Danemark aussi. Ouais. Le Euro Ice Hockey Challenge. Si on veut passer un cap un peu avec l'équipe de France, faut qu'on soit capable de dominer la Norvège, non? Vous en pensez quoi? Ouais, la Norvège, ils sont top 8 maintenant. Ouais, ils sont 8ème. Ils ont le niveau de la Suisse, quoi. Pas aux toutes meilleures nations, mais juste en dessous. C'est une équipe qui a connu une bonne croissance. C'est un bon indicateur du niveau. Et croissance rapide. Qui arrive à envoyer des joueurs en KHL, en NHL, via leur grande colonie de joueurs qui jouent en élite suédoise. La proximité facilitant les migrations vers l'élite syrienne, dès parfois le plus jeune âge. On manque encore de densité en France au niveau du groupe. On n'arrive pas à avoir 40 joueurs je sais pas, là on voit affronter ce type d'équipe. C'est sûr, mais on voit quand même l'équipe de France n'a pas été non plus ridicule contre la Norvège là, sur les 2 affrontements, donc. Il manque 2 très bons défenseurs à l'équipe de France pour être très solide, quoi. Ouais, on le sait que c'est un des points en France, on a du mal à développer des défenseurs. Donc, Rouleau nous manque déjà. Je vais vous épargner mon laïus sur Benjamin Dieu-des-Fauvel, mais j'espère qu'on le verra prochainement. Pour ça, il faut pas s'attendre à un nouveau. Le futur de la défense de l'équipe de France, ce sera un futur thème de débat intéressant pour nous tous. Voilà, on arrive en fin de compte à la fin de cette émission, un petit peu raccourci par rapport à d'habitude. On fait toujours un salut très amical à Clément qui nous rejoindra sûrement pour nos prochaines émissions. Donc voilà, merci les gars, merci Nico, merci Philippe, merci Pierre-Louis. Salut à tous, on vous retrouve vite sur le Facebook, le Twitter. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos idées, etc.
Et puis voilà, on vous tient au courant pour les prochaines émissions. Salut à tous. Salut. Salut.